Introduction. Bon, j'aimerais quand même dire que d'après la méthode, la nouvelle approche d'enseignement dans le système LMD, l'étudiant est au centre de sa formation. Les professeurs ne jouent que le rôle de coach. En principe, je donne les orientations, je vous donne les TP, vous allez, vous faites les recherches, vous venez, vous faites le compte rendu de vos recherches, je corrige, j'ajoute ce qu'il faut ajouter et on passe. Mais je suis également conscient du fait que dans notre contexte du Congo, où les étudiants ne sont pas boursiers, où les étudiants sont des parents responsables qui, en dehors de cours, doivent aller chercher à manger, où nous n'avons pas beaucoup de bibliothèques, où certaines bibliothèques, l'entrée est payante, on est bien obligé, pour ne pas bâcler la formation, de combiner et l'ancienne méthode et la nouvelle méthode, sinon tout est foutu. Nous devons le reconnaître. Parce que souvent, les étudiants, quand on leur donne un TP, ils vont sur Internet, ils font le copier-coller. Et pourtant, le souhait, c'est qu'ils lisent les ouvrages, qu'ils fassent le compte-rendu de leur lecture. C'est de cette manière-là qu'on peut s'enrichir, qu'on peut réaliser ce que nous appelons une sorte de fécondation mutuelle. Parce que vous n'êtes pas des tonneaux vides, vous êtes intelligents, c'est pourquoi vous êtes là. Vous avez quelque chose que je peux ne pas avoir. Mais à travers ces échanges, nous nous enrichissons. Dans le système LMD, le professeur est un éternel étudiant. Il étudie avec les étudiants dont il est lui-même les guide. Il apprend des étudiants et donne le peu qu'il a appris avant les étudiants à ces derniers. C'est comme ça que ça se passe. Mais je suis conscient qu'en appliquant cette méthode à l'IPN, où je donne également cours, je me suis vite réavisé pour dire non, 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 il faut mélanger. Voilà pourquoi je vous donnerai à certains moments des TP que vous me rendrez, mais qu'à cela ne tienne, je donnerai aussi l'essentiel que vous pourriez retenir, tel que, même si vous n'avez pas le temps de faire les recherches poussées, que vous puissiez avoir ne fût-ce que l'essentiel. Lorsqu'on vous demandera, est-ce que vous avez suivi les cours d'introduction à la philosophie, que vous soyez capable de dire en substance de quoi il a été question. Je disais donc que tout homme normal réfléchit. Tout homme normal. Parce qu'une des qualités d'hominité, c'est la rationalité. Une des qualités, je ne dis pas que c'est la seule qualité, une des qualités, une des propriétés ontologiques de l'être humain, c'est la rationalité, l'aptitude à raisonner. Ce qui fait que tout homme normal est capable de réfléchir. Mais toute réflexion n'est pas nécessairement philosophique. Mais quand est-ce qu'une réflexion devient philosophique? Quand commence une réflexion philosophique? Une réflexion est philosophique lorsqu'elle tend à répondre à la question fondamentale des choses. Lorsqu'elle tend à répondre au pourquoi fondamental des choses. Généralement, cette réflexion commence lorsque l'homme est devant des situations limites, des situations qui le bouleversent, des situations qui le dépassent. Alors il commence à poser des questions de savoir, mais pourquoi ceci m'arrive-t-il?
Nous prenons le cas de Job. Il a connu une situation limite. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu sa santé. Il a perdu ses enfants. Ces situations limites ont arraché des pourquoi. Un pourquoi fondamental. Et la tentative de répondre à ce pourquoi fondamental, c'est ce qui nous amène à un discours philosophique. Donc, en philosophie, on veut aller à la racine des choses. Alors, quel est l'objectif de ce cours? Nous passons au deuxième point. Quel est l'objectif de ce cours? Ce cours vise à initier les débutants en philosophie à la problématique philosophique. Ce cours, nous vous notez objectif. Ce cours vise à initier les débutants en philosophie à la problématique philosophique en tant qu'intention et à sa spécificité face aux autres disciplines scientifiques. Je reprends. Ce cours vise à initier les débutants en philosophie, il faut savoir abréger, les débutants en philosophie à la problématique philosophique, en tant qu'intention, à la problématique philosophique en tant qu'intention et à sa spécificité face aux autres disciplines scientifiques. Il décrit l'intention philosophique. Il décrit l'intention philosophique. Et constitue ainsi il décrit l'intention philosophique et constitue ainsi pour le jeune philosophe, il décrit l'intention philosophique et constitue ainsi pour le jeune philosophe une sorte d'encyclopédie de la philosophie, Point. Il aide l'étudiant à acquérir la maîtrise du vocabulaire technique. Il aide l'étudiant à acquérir la maîtrise du vocabulaire technique de la philosophie. Il aide l'étudiant à acquérir le vocabulaire technique de la philosophie et à se familiariser avec les principaux concepts et à se familiariser
avec les principaux concepts. À l'issue de ce cours, virgule, les étudiants devront, deux points. À l'issue de ce cours, virgule, les étudiants devront, deux points. 1. Avoir la maîtrise du vocabulaire technique philosophique. Avoir la maîtrise du vocabulaire technique philosophique avec ses différents concepts de base. Avoir la maîtrise du vocabulaire technique philosophique avec ses différents concepts de base. 2. Avoir la maîtrise du vocabulaire technique philosophique avec les différents concepts de base. Abrégé. Apprenez à abréger. Philosophique. Différent. Nous devons apprendre à abréger pour aller plus vite. Si nous écrivons en toutes lettres, ça va nous prendre du temps. Être capable de maîtriser le vocabulaire technique philosophique avec ses différents concepts de base. 2. Être capable de répondre à ces 5 questions fondamentales. Être capable de répondre à ces 5 questions fondamentales. Être capable de répondre à ces 5 questions fondamentales. Quelles sont ces questions? Première question, qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que la philosophie? Deuxième question, quel est son objet? Quel est son objet? Troisième question, quel est son but? Quatrième question, quelle est sa méthode? Cinquième question, qu'est-ce que la philosophie? Quel est son objet? Quel est son but? Quelle est sa méthode? Qu'est-ce que la métaphysique? Qu'est-ce que la métaphysique? Qu'est-ce que la philosophie? Quel est son objet? Quelle est sa méthode? Qu'est-ce que nous avons encore ajouté? Vous avez combien de questions? 5 questions. Mais, pour le reste, quel est son but? Quel est son but? Vous avez ajouté? Quelle est sa finalité? Quel est son but? Qu'est-ce qu'est la philosophie? Quel est son objet? Quel est son but? Quelle est sa méthode? Qu'est-ce qu'est la métaphysique? En fait, c'est ça le contenu de notre cours. C'est cela le contenu de notre cours. Qu'est-ce qu'est la philosophie? Quel est son objet? Quel est son but? Quelle est sa méthode? Qu'est-ce que la Qu'est-ce que la métaphysique? Pour ce qui est de la note bibliographique, je vais remettre 2 pages à notre CP. Où est le chef? Oui. Vous allez tirer, vous allez donner à tout le monde. Comme ça, on ne perd pas le temps, on peut avancer. Beaucoup d'entre nous avions vu le cours de philosophie en 6e année des humanités. N'est-ce pas? Et pour ceux qui sont en maîtrise, vous avez suivi le cours de philosophie en 1re année.
Gradua. Oui, moi j'ai suivi les cours de philosophie, introduction à la philosophie, en première année graduée à l'IPC. Philosophie antique, en première année graduée à l'IPC. Philosophie médiévale, en deuxième graduée à l'IPC. Philosophie moderne, en troisième graduée à l'IPC. C'est pourquoi lorsque je suis allé faire la philosophie aux facultés catholiques, quand ils ont vu mes notes de philosophie, ils ont refusé de m'inscrire en première année, ils m'ont inscrit en deuxième année. Et comme en deuxième année, c'était pratiquement la reprise de tout ce que j'avais déjà vu à l'IPC, je suis arrivé au mois de janvier, alors que le cours avait commencé au mois d'octobre. J'ai distingué. Parce que j'avais déjà vu tous ces cours. Est-ce qu'on se comprend? Donc, moi, je sais que vous avez appris le cours de philosophie. Ah, c'est pas tout le monde, hein? Pardon? Les mécaniciens. Ah oui. Ok. Nous passons au troisième point, contenu du cours. Contenu du cours. Vous aurez compris que le but de notre cours, c'est de vous aider à répondre à ces 5 questions fondamentales et en même temps vous aider à acquérir le vocabulaire propre à la discipline. Ok? Ils ont une manière de parler. Les philosophes ont une certaine manière de parler. Ils ont leur langage. Ils ont des vocabulaires consacrés, des concepts consacrés. Et au fur et à mesure que nous avançons, certains concepts vont se fixer petit à petit. Troisième point, contenu du cours. Conformément à ces questions relatives à la philosophie, vous voyez les 5 questions que j'ai posées. Conformément à ces questions relatives à la philosophie, l'économie de ce cours s'articule autour de chapitre ci-après. Conformément à ces questions relatives à la philosophie, virgule, l'économie de ce cours s'articule autour de grands chapitres ci-après. Les grands chapitres ci-après. 1. Le premier chapitre définit la philosophie comme un savoir. 1. Vous notez 1. Le premier chapitre définit la philosophie comme un savoir. C'est le premier chapitre. La philosophie est un savoir. Chapitre 2. Le deuxième chapitre explicite le but de la philosophie. Le deuxième chapitre explicite le but de la philosophie en tant que savoir total et intégral. Définit le but de la philosophie en tant que savoir total et intégral. Le troisième chapitre, donc quand je dis la philosophie
explicite le but. Donc le troisième chapitre, on explicite le but de la philosophie en tant que savoir total et intégral. Nous comprendrons pourquoi on dit que la philosophie est un savoir total et un savoir intégral. Nous allons l'expliquer. Le troisième chapitre traite de l'objet de la philosophie. Le troisième chapitre traite de l'objet de la philosophie, qui est la totalité du réel. Le troisième chapitre traite de l'objet de la philosophie, qui est la totalité du réel. La totalité du réel embrasse les recherches. La totalité du réel embrasse les recherches de points. 1. Sur le sujet humain. La totalité du réel embrasse les recherches de points. Premier trait, sur le sujet humain. Sur les sujets humains. 2. Sur le monde où il est en situation. 2. Le monde où il est en situation. Le monde où l'homme est en situation. Trois, les rapports entre l'homme et le monde à travers l'absolu. 3. Le rapport entre l'homme et le monde à travers l'absolu. Le rapport entre l'homme et le monde à travers l'absolu. Et enfin, des recherches concernant l'absolu. Et enfin, les recherches concernant l'absolu. Le quatrième chapitre de ce cours expose la méthode propre à la philosophie. Le quatrième chapitre de ce cours expose la méthode propre à la philosophie. Le quatrième chapitre de ce cours expose la méthode propre à la philosophie. Expose la méthode propre à la philosophie. 2 points. Elle est réflexive. Elle est réflexive. Elle est réflexive. Elle est réflexive. Le 5e chapitre donne des indications sur l'objet de la métaphysique, donne les indications sur l'objet de la métaphysique comme philosophie première. Donne des indications sur l'objet de la métaphysique comme philosophie première. Ok, maintenant, vous pouvez noter chapitre 1. Qu'est-ce que la philosophie? Nous commençons. Chapitre 1. Qu'est-ce que la philosophie? L'objet de la métaphysique en tant que philosophie première.
Si vous nous avez oublié, vous avez sauté un mot, jetez un coup d'œil chez le voisin. Nous allons aborder le premier chapitre. Qu'est-ce qu'est la philosophie? Qui peut répondre à cette question? Qu'est-ce qu'est la philosophie, d'après vos connaissances? Oui, mon frère? C'est l'amour de la sagesse. Oui? Ensemble de réflexions autour de l'existence de l'humanité, autour de Dieu. Oui? C'est une science. Ça, là encore, il y a un problème. Nous verrons. Ça pose problème. D'aucuns estiment que la philosophie n'est pas une science. Nous allons voir ça. Mais au moins, ce qu'il a dit, cherche une quête de la connaissance sur tout ce qui existe, mais par le moyen de la réflexion, de la raison. Mais généralement, c'est une réflexion toujours et déjà toujours critique. Déjà et toujours critique. Qui peut encore donner une définition? C'est un type de raisonnement. Un type de raisonnement. Un raisonnement pas en l'air, toujours sur un objet. La réflexion porte toujours sur un objet. Oui? C'est la recherche de la sagesse. C'est la recherche de la sagesse. Lorsque je vous donnais quelques bribes, j'ai dit que le discours philosophique est pluriel. La réflexion philosophique porte sur la totalité du réel, sur tout ce qui est connaissable, tout ce qui est cherchable. La philosophie ne néglige rien. Elle sonde de tout au moyen de la raison. Compte tenu de la pluralité du discours philosophique, il nous faut trouver quelque chose qui puisse nous permettre de nous situer. C'est ce qui nous amène à parler de l'intention philosophique. Grâce à l'intention philosophique, nous définissons l'objet de notre quête. Grâce à l'intention philosophique, nous définissons notre méthode. Grâce à l'intention philosophique, nous définissons également la finalité de notre quête. Ainsi, il y a moyen de trouver un terrain d'entente malgré le fait que les discours portent si différents domaines. Donc, la philosophie veut répondre à la question fondamentale, du pourquoi fondamental. Et cette quête porte sur tous les domaines de ce qui est connaissable. Tout ce qui est connaissable, c'est ce que nous appelons la totalité du réel. C'est ce que nous appelons la totalité du réel. La totalité du réel, c'est tout ce qui entre dans le champ du connaissable. Tout ce qui entre dans le champ du connaissable. Et la philosophie ne néglige rien de tout ce qui peut entrer dans le champ du connaissable. Alors, nous allons, lorsqu'on veut définir un mot, on peut partir de son étymologie. Dans le concept philosophique, du point de vue étymologique, il y a deux concepts. Il y a le concept philo. La relation avec Dieu a été rompue. L'homme est tombé dans le péché.
faire notre propre volonté, choisir de faire ce qui est bon nous semble. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation spirituelle avec Dieu. Et sur le plan physique, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Nous sommes devenus ennemis de Dieu. Mais Dieu, par amour pour nous, avait déjà promis dans le proté-évangile qu'il allait nous envoyer un sauveur de la descendance de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Et au temps marqué, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, sous la loi, pour vous sauver, vous et moi. Il est mort à la croix. Il a porté nos péchés. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et grâce à sa mort, il sauve l'humanité. Et pour nous garantir que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix était suffisante, Dieu l'a ressuscité des morts, afin que le pardon des péchés soit annoncé par la foi en son nom. Voilà le message évangélique. Dieu n'a pas attendu que nous devenions chrétiens, sauvés. Mais la Bible dit, alors que nous étions... Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Mais pourquoi nous a-t-il aimés? Alors que nous ne sommes pas aimables. Il nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité un seul instant de sacrifier son propre fils. C'est ce que Paul dit dans Romains 8, il dit, il n'a même pas épargné son propre fils. Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Et plus loin, il dira, nous avons tout pleinement en Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, la question, pourquoi nous a-t-il aimés? Pourquoi? Ça, c'est également une question philosophique. Pourquoi nous a-t-il aimés? Le professeur Mochil a des tristes mémoires, disait, René, toi tu crois vraiment que c'était nécessaire que ces garçons Emmanuel soient sacrifiés à la croix pour que nous soyons sauvés? Je dis oui, autrement, je ne vois pas comment on allait être sauvé. Ah, vous êtes sûr que Jésus n'a jamais commis de péché? Je dis non, jamais commis de péché. Vous êtes sûr que son père l'aimait? Mais il l'a déclaré au cours de son baptême. Bon, écoute. Mettons un peu notre fanatisme de côté, réfléchissons en toute indépendance. Trouvez-vous normal qu'un père qui aime son fils puisse sacrifier ses fils qui fait son bonheur pour sauver des voyous, des adultères, des voleurs, des assassins, de méchants, de sorciers, et vous pouvez compléter la liste. Moi, je dis, je ne comprends pas, mais c'est ce que la Bible me dit. Ah, c'est de la folie. Oui, l'amour de Dieu frise la folie. Il nous a aimés à la folie. Je ne sais pas pourquoi il m'aime. Est-ce que tu sais pourquoi il t'aime? Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'entends le
de son retour. Ça pose problème, hein? Donc, l'amour qui consiste à chercher sans condition, inlassablement, le bonheur de son ennemi, les Grecs n'ont pas trouvé un concept qui pouvait désigner un tel amour. C'est pourquoi les chrétiens ont inventé le concept agapé. Agapao. Donc, normalement, si un tel amour, l'homme n'est pas capable d'un tel amour. C'est pourquoi, dans Romains 5, 8, il est dit, le Saint-Esprit verse en nous l'amour de Dieu, celui qui nous rend capable d'un tel amour. Alors, lorsqu'un chrétien, lorsqu'un homme a un cœur rempli par cet amour agapé, il ne peut chercher que le bonheur de son ennemi. Lorsqu'il apprend que l'homme qui a tué son enfant est malade, il doit prendre le temps de s'abstenir de manger, de quitter son lit, de commencer à jeûner pour que cet homme guérisse. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsqu'une femme est remplie, a un cœur rempli d'un tel amour, et qu'elle apprenne que la femme qui lui a ravi son mari, a fait un accident avec son mari sur la route de Kisan, et là le bassin cassé, cette femme va cesser de manger et de boire, elle va commencer à prier jour et nuit, à jeun, pour demander la guérison miracle de cette femme. Mais parce que le Saint-Esprit a versé en vous l'amour de Dieu, non? Hein? C'est le grand combat. Lorsque vous apprenez que le président communautaire qui vous a jeté au plateau de Batéké, il vous a retiré d'une grande paroisse ici et vous a balancé dans le plateau de Batéké, où vous mangez difficilement, vos enfants sont déséquilibrés sur le plan scolaire et vous apprenez que maman pasteur est très malade, vous entrez dans des moments de jeûne, passez des nuits entières de prière, implorant la grâce de Dieu pour que sa femme guérisse. Vous êtes capable d'un tel exploit parce que vous avez l'amour agapé. Priez pour sa femme et pour lui-même, le président communautaire. Que Dieu le soutienne. Est-ce que je peux comprendre? Hein? Maintenant, nous parlons de philéa. De philéa, qui signifie l'amour. Sophia, qui signifie sagesse. Donc, du point de vue étymologique, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Du point de vue étymologique, philosophie signifie l'amour de la sagesse. Et la sagesse doit être comprise ici comme étant la meilleure façon de mener sa vie. La sagesse doit être comprise ici comme étant la meilleure façon de mener sa vie. Vous verrez que, comprise dans ce sens, la philosophie n'est pas seulement théorique, mais c'est plus pratique. C'est pourquoi d'aucuns diraient que la philosophie, c'est une sagesse de vie. Une sagesse de vie. L'amour de la sagesse, une sagesse de vie. La recherche de la meilleure façon de mener sa vie. Et souvent, nous disons qu'un tel enfant est sage, ce n'est pas parce qu'il est intelligent, mais parce qu'il sait bien se conduire.
L'Afrique, c'est une société qui donne le primat à la sophia qu'à la ratio. Nous avons deux choses, sophia et ratio. Sophia, c'est la sagesse. Ratio, c'est la raison, l'intelligence. En Afrique, même si tu as un doctorat en physique, mais si tu ne sais pas bien conduire ta vie, tu n'es rien. Parce que les Africains ont la notion de l'homme pamba, l'homme vide. Ozamutu pamba. Tu peux être un médecin, ils vont te dire Ozamungangaya pamba. Simplement parce que tu ne sais pas bien te conduire. En Afrique, le primat est d'abord accordé à la sagesse. Et le ratio est subordonné à la sagesse. Donc, pour baper sa maele na bandi ma maele na yo, il faut le bosotambo la maram. Que ta conduite soit bien réglée, que tu saches bien développer les rapports et les relations interpersonnelles. Donc la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et la sagesse doit être comprise ici comme étant la meilleure manière de mener sa vie, comme étant une sagesse de vie. Ça, c'est du point de vue étymologique. Mais au-delà de l'étymologie, nous avons également une autre compréhension de la philosophie. En tant que discipline académique. En tant que discipline académique, la philosophie, c'est la quête d'une connaissance en soi. La quête d'une connaissance en soi. Sur le plan académique. La philosophie, c'est la quête d'une connaissance en soi. C'est la quête de la vérité par le moyen de la raison. C'est la quête de la vérité par le moyen de la raison. C'est la quête de la vérité par le moyen de la raison. C'est la quête de la vérité par le moyen de la raison. Mais je répète plusieurs fois, vous n'avez même pas regardé chez le voisin. C'est la quête de la vérité par le moyen de la raison. C'est aussi la recherche rationnelle et critique des principes de base. La recherche rationnelle et critique des principes de base. La recherche rationnelle et critique des principes de base. La recherche rationnelle et critique des principes de base. Et avec Aristote, nous dirons, c'est la science de toutes les choses acquises par la lumière naturelle de la raison. D'après Aristote, nous dirons, que la philosophie est la science de toutes les choses, virgule. La science de toutes les choses, virgule, acquise par la lumière naturelle de la raison. Acquise par la lumière naturelle de la raison. En d'autres termes,
c'est l'étude de la totalité du réel par la raison. En d'autres termes, c'est l'étude de la totalité du réel par la raison. En d'autres termes, c'est l'étude de la totalité du réel par la raison. Donc, d'après Aristote, un philosophe fait un effort pour connaître tout ce qui est connaissable, mais en utilisant sa raison. C'est pourquoi on peut dire que la philosophie, c'est l'étude de la totalité du réel par la raison. Y a-t-il une question là-dessus? Oui, bien-aimé. Existe-t-il un lien entre la philosophie et la foi? Je crois que nous devons y aller doucement. Nous allons doucement, nous allons traiter cette question. Du point de vue pédagogique, nous y allons d'une manière progressive. Nous devons d'abord comprendre ce qui est de base. Parce que la vérité de la foi, c'est une vérité dogmatique. Tandis que la vérité philosophique, c'est une vérité rationnelle. La foi postule la démission de la raison, en principe. Il faut croire même quand tu ne comprends pas. N'est-ce pas? Mais la philosophie dit, je ne peux pas accepter ça si ça ne passe pas par la raison. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Bon, nous allons y arriver petit à petit. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont nous poser la question de savoir est-ce que la philosophie est une science. D'aucuns diront oui, mais d'autres diront non. Et pour répondre à cette question, nous devons d'abord donner les critères de scientificité. Et après, interroger la philosophie pour savoir si elle réunit ces critères de scientificité. Pour les Gomènes, on vous a aussi, je crois qu'on a abordé la question de la scientificité de la théologie. Bon, vous verrez ça. Qu'est-ce qui fait d'une connaissance scientifique? Ok. L'empirisme avec Emmanuel Kant a été taillé en pièces. Parce qu'Emmanuel Kant nous dit que la raison ne peut saisir que ce qui est phénoménal. Mais en dehors de ce qui est phénoménal, il y a aussi des réalités nouménales que la raison ne peut pas saisir et pour lesquelles il faut la foi. C'est lui qui est venu sauver la théologie qui était taillée en pièces par l'empirisme. Donc, c'est ainsi que maintenant, dans les temps post-modernes, on ne veut même pas reconnaître la suprématie de la raison. On pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, tout est construit. Par voie de conséquence, tout est valable, tout est acceptable, tout est relatif. Par conséquent, nous devons être tolérants. Vous voyez comment les choses ont évolué. Nous verrons le développement de la philosophie. Comment ils sont partis des mythes et comment ils sont arrivés à la philosophie.
Et nous allons évoluer jusqu'au temps moderne et post-moderne. Lorsque nous disons que le bateau, tu es au bord du fleuve, tu vois les bateaux qui s'en vont. Vous allez voir le bateau jusqu'à un certain niveau. Et après, le bateau va disparaître. Et c'est parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Il est là. Ainsi en est-il de notre raison. Notre raison saisit les choses jusqu'à un certain niveau. Et puis après, c'est fini. De l'autre côté, là, il y a des réalités, mais qui échappent à la saisie de la raison. Voilà. Nous voyons ici, tout est calme, mais il y a des ondes qui passent. Si nous avons un bon récepteur, nous allons voir des images, nous allons entendre la musique, nous allons entendre des conversations de tout genre. Vous pouvez survoler un fleuve avec votre bateau, vous ne voyez pas les poissons. Et vous venez dire aux pêcheurs, en tout cas j'ai surveillé le fleuve, j'ai survolé le fleuve, il n'y a pas de poissons. Non, vous n'avez pas utilisé les bons dispositifs pour voir les poissons. Mais la réalité est que les poissons sont là. Pas plus tard que ce matin, j'en ai mangé. Ok. J'aimerais avancer pour dire que il y a aussi il y a quelqu'un qui vous dira, vous dites à quelqu'un, pour réussir dans la vie, si vous êtes haut fonctionnaire de l'État, il faut tricher, mais rationnellement. Et vous entendez l'autre réagir, dire, ce n'est pas ma philosophie de vie. Voler n'est pas ma philosophie de vie. Ah, voilà. Voilà, style de vie. Voilà, style de vie. Ensemble des valeurs qui gouvernent ma vie et qui règlent ma conduite. C'est aussi la philosophie. Ensemble des valeurs qui gouvernent ma vie et qui règlent ma conduite. C'est un système de valeurs et d'attitudes par rapport à la vie, par rapport à la nature et par rapport à la société. Ensemble des valeurs et des principes par rapport à la vie, par rapport à la nature, par rapport à la société. Donc la philosophie, je vais chuter, puis on va avancer. La philosophie, c'est un terme à la fois simple et difficile à définir. À la fois simple et difficile à définir. C'est pourquoi, si nous voulons définir ces concepts, tout dépend du point de vue à partir duquel nous voulons le comprendre. Nous pouvons le comprendre du point de vue étymologique. Nous pouvons également le comprendre en tant que discipline académique. Nous pouvons également le comprendre en tant que mode de vie. Alors, quand on vous pose la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, il faut être capable de me dire tout ça. Du point de vue étymologique, il s'agit de ça. Du point de vue académique, c'est une science
qui porte sur la totalité du réel par le moyen de la raison. Ensemble de connaissances qui portent sur la totalité du réel, mais à qui cet ensemble de connaissances est acquis au moyen de la raison. Toujours la raison. C'est l'étude de la totalité du réel par la raison. Je reprends, la philosophie, c'est l'étude de la totalité du réel par la raison. Mais, du point de vue monde de vie, nous dirons que c'est un ensemble de valeurs et de principes par rapport à la vie, par rapport à la société, par rapport à la nature. Comme la philosophie on peut la philosophie, c'est une manière de s'engager dans la vie. La philosophie, c'est un ensemble d'attitudes et principes qui gouvernent notre vie et qui la déterminent par rapport à la vie, à la nature et à la société. Oui, en tant que discipline académique, c'est l'étude de quoi? Voilà, totalité du réel par la raison. Maintenant, je pose la question, qu'est-ce que vous entendez par totalité du réel? Que comprenez-vous par totalité du réel? Oui? C'est l'assemblage de ce qui existe concrètement. Assemblage de tout ce qui existe concrètement. Tout ce qu'on peut voir, toucher. Mais Dieu, on ne peut pas le voir. Et pourtant, la philosophie réfléchit aussi sur l'absolu. Notamment, nous avons la métaphysique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la totalité du réel? Oui. L'ensemble du connaissable. Tout ce qui entre dans l'espace du connaissable. C'est ce que nous appelons totalité du réel. Qui a défini la philosophie en tant qu'étude de la totalité du réel? C'est qui? C'est Aristote. Très bien. Oui, pasteur. La morale est un objet d'étude de la philosophie. C'est pourquoi il y a la philosophie morale. L'homme est un objet d'étude de la philosophie. C'est pourquoi il y a la philosophie anthropologique. La société est un objet d'étude de la philosophie. C'est pourquoi il y a la philosophie la médecine et la science. C'est pourquoi la science elle-même fait l'objet d'étude de la philosophie. C'est pourquoi on parle de la philosophie des sciences. Donc la philosophie n'exclut rien. Tout intéresse la philosophie. Tout ce qui est connaissable intéresse la philosophie.
Je pose la question. Est-ce que la guerre peut faire l'objet de la quête philosophique? Je pose une autre question. Est-ce que l'économie peut faire l'objet de la quête philosophique? Tout ce qui est connaissable, la philosophie n'exclut rien. Elle s'intéresse à tout sauf à... Voilà, c'est ça la philosophie. Elle s'intéresse même à Dieu. S'intéresse à Dieu. On peut même réfléchir sur la mort. On peut réfléchir sur la mort, sur le mariage. Oui, chef. Attitude et principe vis-à-vis de la vie, de la nature et de la société. La philosophie s'intéresse à tout ce qui peut être analysé dans les laboratoires, qui peut être touché, qui peut être manipulé, sauf à Dieu. Vrai ou faux? Oui, pasteur. Dieu, en tant qu'être spirituel, insondable de l'esprit, ne peut pas être fait l'objet de vie d'étude quelconque ou empirique. Dieu est au-dessus, Dieu est insondable, Dieu est ignorable. On ne peut pas faire l'objet d'études sur Dieu. Quel sera alors l'objet de la métaphysique? Nous devons tous faire attention. J'ai dit, la philosophie s'intéresse à... Sauf à quoi? Sauf à rien. N'est-ce pas? On peut étudier la philosophie de la nature. On peut étudier la philosophie du langage. On peut étudier la philosophie politique. On peut étudier la philosophie des sciences. Donc, le philosophe, il fout son nez partout. Le philosophe. Il peut même faire une étude sur le regard, philosophie du regard. Ou le langage, il étudie tout ça. Il y a la philosophie du langage. J'ai appris la philosophie du langage à l'université catholique. Alors le jour où le professeur introduisait les cours, j'étais étonné, je me suis dit, voilà jusqu'où peut aller la curiosité humaine, jusqu'à étudier le langage. Ok, nous allons avancer. J'aimerais poser une question de savoir quand commence, donc après la définition, nous passons au deuxième point. Vous notez la question, quand commence le discours philosophique? Quand commence le discours philosophique? Nous avons défini ce que c'est que la philosophie. Maintenant, nous allons voir quand commence le discours philosophique. Nous sommes toujours au chapitre 1, où nous allons voir beaucoup de vérités, et puis nous allons avancer. Oui, pasteur? Vous avez dit que la philosophie embrasse toutes les sciences.
Non. Moi, je crois que quand on dit généralement, la philosophie s'installe comme étant une instance critique pour juger de la validité de connaissances et de mode de fonctionnement des autres sciences. OK? Donc, la philosophie, quand elle est en face du psychologue, il essaie de voir comment le psychologue raisonne, quel type de méthode il met en place, à quel type de conclusion il arrive. Il en juge la validité et la crédibilité. C'est beaucoup plus une critique épistémologique. Oui, pas pasteur. Je voudrais savoir, est-ce que toute conclusion philosophique est rationnelle? Ce qui intéresse beaucoup plus toute démarche philosophique est rationnelle. Et en principe, cette rationalité devrait également nous conduire à des conclusions qui puissent être aussi rationnelles. Mais le problème du philosophe, ce n'est pas d'arriver à des réponses. Mais ce qui préoccupe plus les philosophes, ce sont les questions, les questionnements. C'est pourquoi même ces conclusions ne sont pas apodictiques, ne sont pas définitives. On peut toujours les remettre en question. Oui, exact. Mais ma réponse est valable pendant un temps. Mais dans le temps qui suit, cette réponse peut être fausse. Les vérités d'aujourd'hui deviendront des erreurs de demain. C'est ça la science. C'est pourquoi on parle d'une rupture. Il y a ce qu'on appelle une continuité dans la discontinuité. OK? Et je crois que nous devons comprendre une chose. Comme disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour dire que nous sommes des éternels apprenants. Nous devons être humbles. Notre connaissance est partielle, valable pour un temps et peut être dépassée demain. Alors, nous ne devons pas avoir honte d'apprendre. Et nous ne devons pas avoir honte d'être corrigés. C'est dans l'ordre des choses. Nous ne devons pas avoir peur de la contradiction. C'est pourquoi on dit que la méthode en philosophie, la méthode philosophique est une méthode réflexive. C'est toujours la dialectique. On est toujours en dialogue, on est toujours en discussion. On va maintenant contester l'histoire des miracles. Et on va parler de démythologiser la Bible. Tout ça, ce sont les échos de ces rationalismes. Et la philosophie s'affranchit de la dictature de l'Église. Elle se donne comme tâche critiquer les religions orthodoxes. La résurrection n'a pas eu lieu. Si Jésus était vraiment ressuscité, pourquoi cette expérience ne s'est-elle jamais répétée? Et puis, s'il était vraiment ressuscité, pourquoi n'est-il pas allé se faire voir chez Pilate? Hein, il n'a été perçu que par ses disciples. C'était des hallucinations. Et attention, dans le Nouveau Testament, il y a un Jésus historique, il y a aussi un Jésus ecclésial, des charismatiques de la communauté chrétienne primitive. Alors il faut chercher à retrouver le Jésus historique en remontant. Mais malgré le fait que nous soyons évangéliques, mais quelque part, ça nous colle quand même à la peau.
Nous faisons la critique textuelle. Vous allez avoir un cours sur l'exégèse. On va vous entraîner à faire la critique textuelle. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le texte original. On va même vous donner des théories sur comment se constitue l'Ancien Testament, le canon de l'Ancien Testament, le canon du Nouveau Testament. Pourquoi les évangiles se ressemblent? Quel est le plus ancien? Marc, ou c'est Marc, tel a copié chez tel, tel a copié. Tout ça, c'est un discours qui a été élaboré après la Renaissance. Après la Renaissance. Pourquoi? Parce que la philosophie s'est affranchie et la philosophie commence à exercer son discours critique. Et maintenant, il faut que les gens présentent le discours d'une manière telle que l'homme gouverné par la raison soit capable de l'accepter. Alors, écarter tout ce qui est mythique. On va dire, le Moïse a traversé la mer Rouge. Non, c'est faux. Ils ont traversé en petit groupe. Et puis, c'était pendant la marée basse. On ne vient pas à la faculté pour chercher la foi. Nous venons à la faculté avec notre foi et que nous venons épurer. Dites Amen. Moi, je suis évangélique, n'ayez pas peur. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes à l'université. Il faut que nous sachions tout ce qui se passe. Parce que, vous savez, moi, j'ai étudié ici à l'UTC. Mon grand frère, c'est un évangélique jusque dans les nerfs. Mon grand frère, c'est le pasteur Sita. OK? C'est un évangélique, docteur Sita. Un évangélique jusque dans les nerfs. Mais un jour, je lui ai posé la question, mon cher, cette histoire de critique textuelle et tout ça, c'est commencé par un philosophe. Le nom du philosophe, je vous l'ai donné. C'est qui? Leibniz. C'est qui? Leibniz. C'est lui, ce gaillard-là, un juif. Mais il est aussi un scientifique. C'est lui. Mais nous nous sommes tous mis d'accord. Et les évangéliques et les libéraux, nous sommes d'accord. Mais dès lors que vous commencez à dire que ça s'est ajouté, ça c'était omis, ça c'est plus ancien, ça c'est plus crédible, comment ça, sa Bible? C'est pourquoi c'est un moment, moi j'envie ma mère. Ma mère ne connaît ni I-O, ne connaît pas écrire ni I, ni O, ni A. Elle a accepté ce que les missionnaires lui ont enseigné, elle est tranquille. Mais moi, avec la théologie, la philosophie, je suis un homme embrouillé. C'est pourquoi ça me parce que Zambe soki yote kunima et yemuke. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que vous allez lire dans le Nouveau Testament, vous dire Marc 16, à partir du verset 16 et suivant, Baba Kisango après. Mais, moi j'ai dit, je m'en fous. Mon toit Bakisango a zaki inspiré. Parce que tant qu'on a ça, il est là, quand on bat babika. Bon, na kanga mikanango. Bolo, bangana zakunate. N'est-ce pas? Bien-aimés, après les temps modernes où nous assistons à la dictature monolithique de la raison cartésienne, va alors
arriver le temps post-moderne, où on essaye de contester la suprématie incontestable de la raison. Et on admet qu'il n'y a pas une vérité absolue, tout est construit. Et comme tout est construit, nous devons admettre la relativité. Nous devons savoir nuancer les choses. Et toutes les possibilités peuvent être acceptées, d'où le maître mot, il faut être toléré. Voilà comment nous sommes partis. Mythe, début de la philosophie, une philosophie naturelle, avec une orientation naturelle, et puis vient Socrate, qui nous ramène à l'homme, une philosophie centrée sur l'homme, ses structures, sa société, et puis après vient les cartésiens avec la Renaissance, où la raison reprend sa lettre de noblesse et la philosophie s'émancipe. D'abord, avant cela, c'était le Moyen-Âge, où la philosophie était au service de la théologie. Et puis après, nous venons à la Renaissance, temps moderne, règne de la raison et avènement de la critique. Je parle ici le plan théologique, la critique de la Bible, avec notre voisin Leibniz. Et puis, il y a eu des théories qui sont arrivées, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui ont embrouillé les gens. C'est à cause de cela que certaines facultés de théologie, des théologies évangéliques, avaient dit non à la philosophie. Parce qu'ils estimaient que la philosophie apportait des ténèbres qui venaient embrouiller la foi. À cause de la philosophie, la théologie libérale est née, et la théologie libérale est venue avec tous ces désordres qui ont tué l'Église. Les miracles n'existaient pas. Jésus devient une possibilité du salut. Un homme comme Paul Tillich, qui se permet de dire dans son livre Théologie systématique, livre 3, ils sont bornés ceux qui pensent que pour être sauvés, il faut seulement croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est qu'une possibilité du salut. Ça, c'est grave comme déclaration. Il n'y a pas que lui, il y a aussi des théologiens africains. John Mbit, il va dire que, écoutez, Dieu n'a pas demandé notre avis pour nous donner son Fils unique. Jésus est venu, il est mort, il a payé pour tout le monde. De quel droit doit-il encore nous condamner pour des péchés pour lesquels Jésus a tout payé? Non, tout le monde rentrera au ciel. Parce que Jésus a dit, tout est à... Jésus est mort pour qui? Il est mort pour les élus, il est mort pour tout le monde. Ah, vous aurez ça, c'est une discussion dans votre cours de sotériologie. Jésus dit, en Luc, cette coupe est la nouvelle alliance à mon, qui est répandue pour la rémission des péchés de tout le monde. De plusieurs. C'est fini. Vous voyez? Donc, toutes ces choses ici sont arrivées, nous ont ruinés avec la philosophie. Mais, Paul Tillich dit toujours que chaque théologien est théologien de son temps. Et pour que ta théologie soit valable et solide, il faut que chaque théologien, en élaborant son discours, entre en dialogue avec les philosophes de son temps. Par voie de conséquence, il faut que le cours de philosophie soit donné dans toutes les facultés de théologie. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi les autres vont venir. Vous allez continuer avec la philosophie antique, médiévale, moderne et post-moderne. Vous aurez les éléments à notre prochaine rencontre. Moi, je ne remplis pas la matière, c'est vous-même qui remplissez. Nous avons dit introduction générale plus chapitre 1. Voilà.
Merci. Introduction générale, plus chapitre 1. Bien, nous allons nous lever. Oui, papa, sœur. Bon, si nous considérons la philosophie comme une discipline académique, il faut remplir les conditions exigées par l'université pour jouir d'un titre de philosophe. Mais si nous considérons la philosophie comme une sagesse de vie, ou comme un ensemble de principes et d'attitudes face à la vie, à la nature et à la société, on peut aussi traiter quelqu'un d'un philosophe. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont pas un titre académique, mais qui ont des réflexions pertinentes. Les appeler des philosophes ne causeraient du tort à personne. Mais il y a aussi des académiciens, c'est-à-dire des gens qui sont allés à l'université, qui ont appris la philosophie comme une discipline, ils ont rempli tous les critères, ils ont défendu les travaux, on leur a accordé des titres académiques. Et les titres les plus bas, c'est les titres des gradués. Et puis vous montez en licence et vous continuez. Vous voyez, c'est comme les titres de docteur. Pasteur, vous voyez les titres de docteur de nos jours. Moi, je connais beaucoup de jeunes gens, disons, quand je dis jeunes gens, c'est-à-dire sur le plan de la foi, ils sont venus à la foi après nous. Il y en a même que nous avons eu à affermir, mais qui sont devenus des docteurs. Mais lorsque vous demandez où est-ce qu'il a fait ses études, il n'a jamais fait des études théologiques pour qu'il puisse se faire prévaloir de ses titres. On vous dit que c'est un docteur d'après l'épître des Éphésiens, de Paul aux Éphésiens. Maintenant, quand lui s'appelle docteur, est-ce que moi j'ai le droit de lui dire non, tu n'es pas docteur? Non, au nom de la paix, je l'appelle aussi docteur. Bozo est la titre, il y a mon gaza docteur. Tu dis mon gaza docteur. Il y a docteur, il y a faculté, il y a FATEC, il y a FATEC. Mais il y a un docteur, il y a Saint-Esprit. Beaucoup qualité. Il y a avec thèse, il y a avec onction. Donc, tous à la sage, tous à la sage. Bien, nous allons nous lever. Un Allemand, c'est un juif. Un Allemand d'origine juive. Bien. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je prie à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'aime prier à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Telle est notre prière pour la suite de notre formation dans cette institution. Quel que soit ce que les gens pourraient nous donner comme information, que tu gardes notre foi inébranlable en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.